Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous y voilà enfin. Je siège dans cette Assemblée depuis le début des années Sarkozy. Nous arrivons ensemble au terme des années Hollande. Que s'est-il passé depuis ? Qu'est devenue la France administrative ? Quelle action publique entendons-nous poursuivre ? Quel pays voulons-nous léguer à nos enfants ? Depuis 2004, la France s'est un peu plus décentralisée et force est de constater que ça n'a pas fonctionné. La faute à la crise économique qui sévit encore, ou en tous les cas, où la reprise se fait encore attendre. Les ressorts grippés de notre France administrative ne permettent plus à l'emploi de s'épanouir. Et nos enfants ne désirent plus qu'une seule chose en majorité, c'est devenir fonctionnaires. Depuis plusieurs séances, notre groupe, au travers de ma voix, s'évertue à élever nos oppositions stériles afin que nous ayons un débat de fond sur le destin de notre collectivité, tandis que vous poursuiviez à chercher la faute ailleurs. Tous ici, dans la majorité et de tout temps, vous avez continuellement déclamé que la faute à tous nos malheurs devait être portée sur d'autres. Je les cite en vrac. Pour les communistes, l'ennemi, c'est la finance. Pierre Laporte vient de le dire encore une nouvelle fois. Pour les socialistes, l'ennemi, c'est l'État et désormais la région. Pour les écologistes, l'ennemi, c'est la croissance. Bref, à rejeter la faute sur autrui, on ne trouve aucune solution. Tandis que le destin de notre collectivité, son action, et ce qui nous réunit aujourd'hui, son budget pour l'année prochaine, devrait nous interroger au plus haut point. Depuis 50 ans, la gauche conduit ce territoire. Certes, elle s'est délitée au fur et à mesure du temps. Elle est passée de la quasi-hégémonie à une majorité absolue et désormais, elle n'est plus qu'une petite moitié du nombre de sièges au global. Elle détient moins de la moitié des villes du département. Elle n'est plus majoritaire parmi les départements franciliens, mais il n'empêche, la gauche poursuit ses chimères et donne des leçons. Certes, nous venons tous de la révolution de 1789. Après la lutte pour la liberté et l'égalité, vous êtes restés dans un autre siècle, quand d'autres savaient, eux, évoluer. Ainsi, vous êtes restés dans l'égalitarisme. En d'autres termes, vos beaux principes, tellement louables, tellement séduisants, n'auront conduit qu'à des constats bien tristes, comme additionner la pauvreté à la pauvreté, et de beaux outils comme les collectivités locales, vous n'en aurez fait que des instruments au service d'un laboratoire pour des expériences bien dommageables pour nos habitants, idéologie pour test en grandeur nature. Pour étayer mon propos, je fais remarquer que les départements les plus pauvres, les plus en demande sociale et aux comptes publics bien mal en point, ont tous une caractéristique commune. Ils ont tous été conduits depuis 50 ans, sans interruption, par un exécutif de gauche. On les retrouve facilement. Ils sont aujourd'hui les premiers départements en nombre de bénéficiaires du RSA. La Seine-Saint-Denis, le Nord, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault. Deux d'entre eux, fort heureusement, sont enfin passés de l'ombre à la lumière, mais l'état de leurs finances laisse présager encore beaucoup de difficultés. Toutefois, l'alternance est profitable, par exemple aux habitants du Nord, et j'en parlerai dans quelques instants. Mais avant cela, que reste-t-il à développer sur le budget 2017 ? Il est exponentiel. Il accompagne notre dynamisme démographique. Mais il répond surtout à un volume de dépenses mal maîtrisé, comme à l'habitude. Gaëtan Grandin l'a très bien dit en début de séance, avec ce qu'il qualifie désormais d'auto-aveuglement. Ce budget atteint pour 2017 2,3 milliards, mais ne recèle que 10% d'investissement. Les 90% restants sont pour la section fonctionnement au travers du RSA, par ordre d'importance. Le RSA, 469 millions d'euros. Les charges de personnel pour 8 400 agents, 376 millions d'euros. Les autres allocations de solidarité. Les frais de séjour et d'hébergement pour 314 millions d'euros. Et enfin, la dette, 38 millions d'euros pour ses seuls intérêts et 104 pour l'emprunt annuel d'équilibre. Mais pour majeure partie, nos dépenses sont contraintes. Le RSA que le gouvernement a encore valorisé de 2% cette année. Idem pour les rémunérations des catégories C de notre personnel, la non-compensation de la moitié de nos dépenses sociales d'allocation, tout cela, nous le subissons, nous n'avons pas en main notre destin. Nous sommes donc désormais inutiles et inefficaces.
Je ne parle même pas des recettes de dotation ou bien fiscales qui sont malmenées et où nous ne dégageons que 100 millions d'euros d'autofinancement. Plus grand-chose n'est à notre main, même nos réalisations sont dépendantes du bon vouloir de nos partenaires incontournables. À l'adresse des 10 derniers communistes présents dans la salle, je voudrais rappeler, avant que vous ne nous rabâchiez que la finance est votre ennemi, que les entreprises du CAC 40 ont engrangé des milliards d'euros de dividendes tandis qu'elles licenciaient des dizaines de milliers de salariés, que ce sont ces partenaires qui financent notre dette. Ce sont eux qui nous prêtent les 1,2 milliard d'euros qui constituent notre dette. Ce sont eux qui fabriquent nos propres collèges et nous font payer le loyer. Ce sont eux qui nous payent les séjours éducatifs de nos collégiens. Ce sont eux qui investissent à la Plaine Saint-Denis et ce sont eux qui payent les impôts locaux au travers du CFE et du CVAE. Je le dis à dessein, la commune de Tremblay-en-France, qui est la championne du potentiel financier par habitant du 93, perçoit au travers de l'EPT Terre de France la bagatelle de 31 millions d'euros du fait de ces entreprises de son territoire. Il serait bon de quitter la période révolutionnaire pour admettre l'évidence, ce serait au moins plus poli. Les réalisations que nous inaugurons, ce n'est que par l'appoint d'autres partenaires. Il serait donc également aimable de cesser de trouver en victime préférée la présidente de la région Île-de-France. À l'adresse de l'exécutif socialiste, je dis que vous devriez moins pleurer sur ce que vous ne prendrez plus à la région et plutôt critiquer vos amis du gouvernement qui ont mis en coupe réglée les finances des collectivités locales. Pourquoi Valérie Pécresse, dont l'intérêt pour la Seine-Saint-Denis n'est plus approuvé, doit faire des choix budgétaires contraints? Parce que tout simplement, comme nous, elle se voit réduire la DGF. Pour la région, c'était 140 millions d'euros sur cet exercice. Et qu'en plus, vos anciens amis à la tête de la région ont promis le pass Navigo à tarif unique sans l'ombre d'un financement de remplacement. En d'autres termes, de la promesse électorale gratuite et irresponsable. Et il manque à la région, pour poursuivre son investissement sur notre propre territoire, la coquette somme de 300 millions d'euros par la faute de vos amis qui furent à la tête de la région pendant 17 ans. Mais une nouvelle fois, à rejeter la faute sur autrui, on ne trouve aucune solution. Pendant longtemps, des années Sarkozy aux années Hollande, vous avez demandé à votre opposition de vous trouver des solutions, de vous donner des pistes budgétaires afin de résorber la tête, d'être mieux efficace dans l'action sociale, notre cœur de métier, d'être utile au plus large nombre d'administrés. C'est cocasse pour des gens qui savent tant de choses et qui nous ont tellement professé la façon de faire de la politique. C'est presque gênant vis-à-vis du premier vice-président de notre collectivité, par ailleurs premier magistrat d'une commune de 22 000 habitants, qui est en charge ici même des finances au département. C'est délicat de la part de quelqu'un qui aspire à devenir sénateur l'année prochaine. Mais qu'à cela ne tienne, vous tenez à avoir des pistes pour améliorer le budget 2017 du conseil départemental. Allons-y, cher Daniel Guiraud. Soit dit en passant, certaines solutions qui vont bien au-delà de notre simple collectivité vous ont été formulées il y a quelques mois, c'était en mars dernier, lors du budget 2016. Je parlais de départementalisation des AIS, vous m'opposiez une renationalisation, idée d'ailleurs qui vous trotte encore dans la tête, puisque tout à l'heure, lors d'un vœu qui sera présenté, nous serons justement sur ce sujet. Alors c'est une idée qui sera mise en œuvre l'année prochaine, mais pas forcément par un gouvernement qui sera sensible à l'ensemble de vos convictions. Pas forcément avec les mêmes conséquences pour le destin des départements de France. Mais j'y reviendrai dans ma conclusion. Avant cela, donc, d'autres solutions moins lointaines, moins structurelles de notre France administrative sont donc à votre portée. Je crois que si nous sommes en fait à la fin d'un cycle, je peux bien vous en souffler deux. L'une pour améliorer l'action sociale, l'autre pour dépenser plus justement nos subventions. J'ai parlé tout à l'heure du département du Nord qui, pendant 50 ans, avait sa destinée aux mains de vos amis socialistes, messieurs d'Anvers, de Rosiers et Caner. Ils n'ont plutôt été que de piètres spectateurs de l'augmentation de la pauvreté, puis du nombre de bénéficiaires du RSA, qui a été jusqu'à atteindre l'année dernière le chiffre de 150 000 bénéficiaires. Depuis, Jean-René Le Serre est devenu président du conseil départemental du Nord, et voilà ce que le journal La Voix du Nord apportait dans son édition du 24 octobre dernier. La précédente majorité PS-PCF travaillait surtout sur l'insertion sociale. Nous travaillons sur l'insertion professionnelle des allocataires, notamment ceux qui sont les plus proches de l'emploi.
ne cesse de répéter Jean-René Lecerf, qui veut s'appuyer sur les plateformes locales pour l'emploi où se retrouvent entreprises et travailleurs sociaux. Et à l'en croire, cette politique commence à porter ses fruits puisque 4000 personnes ont retrouvé un emploi au 1er octobre 2016. C'est le double par rapport à 2015, affiche l'élu. Entre nous, je pense que la proximité également avec la région des Hauts-de-France doit également aider à travailler sur l'insertion professionnelle. Ça, c'est pour le volet accompagnement. Mais le département a aussi mis en place un volet plus répressif pour remettre dans le circuit près de 45 000 allocataires nordistes du RSA qui ne sont plus inscrits à Pôle emploi alors qu'ils y sont en principe obligés par la loi. Après croisement des fichiers du département avec ceux de la CAF, une première vague de courriers a été envoyée à 5 000 allocataires qui avaient disparu des écrans radars. 2 386 personnes se sont réinscrites à Pôle emploi et 500 bénéficient actuellement d'un accompagnement social. Pour les autres, les sanctions sont tombées au mois d'août. D'abord un RSA amputé de 100 €. Seule une centaine de personnes se sont manifestées pour protester contre cette retenue, au dire du président du conseil départemental. Deuxième étape à venir, un nouveau courrier avec cette fois la suspension du RSA dans les 2 mois faute de réponse. Enfin, dans un troisième temps, c'est la radiation qui peut être décidée. Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Premier vice-président, ce qu'il est possible de mettre en œuvre. Ce n'est pas dans un autre pays, ce n'est pas dans un département si éloigné de nos propres indicateurs sociologiques et démographiques. Ce n'est pas la caricature, comme Mathieu Hanotin osait le dire lors de notre débat d'orientation budgétaire. Non, monsieur le conseiller départemental délégué, ce n'est pas de la chasse aux pauvres. Nous sommes plus simplement dans les responsabilités que doivent avoir une grande collectivité au service de tous ses habitants, en étant garant des deniers publics et en incarnant en responsabilité le noble rôle de politique. Vous vouliez, clé en main, une chance pour remettre dans l'insertion professionnelle un nombre conséquent de séquano-dionysiens en marge de l'emploi. Allez voir dans le Nord. C'est rapide en transport. J'y suis allé l'année dernière avec mes collègues du groupe des Républicains de notre Assemblée. Nos homologues nous l'avaient expliqué et ils le font. À l'échelle de la Seine-Saint-Denis, ce pourrait être 1500 personnes qui pourraient quitter le dispositif du RSA en une année, une économie de 7 millions d'euros. Voilà pour la première piste. Une seconde, pour aborder un autre pan de nos dépenses, les décisions de la commission permanente. Daniel Guiraud, quel est le montant annuel global des décisions de la commission permanente qui nous réunit 2 fois par mois? Le montant annuel cumulé? Je donne la réponse. En année pleine, et considérant les investissements classiques décidés en commission permanente, mais en écartant les montants exceptionnels liés au plan d'investissement pour les collèges et également pour les lignes de transport, nous dépensons chaque année 78 millions d'euros. Savez-vous pourquoi les communes dirigées par la droite dans ce département, que d'ailleurs nous représentons largement ici au sein de mon groupe, qui réussissent à résorber leurs dettes? Par exemple, comme au pavillon sous-bois, entre 1995 et 2014, après les dépenses folles de votre ancien collègue Bernard Portel. Pourquoi ce sont les communes dirigées par la droite dans ce département qui n'augmentent pas les impôts locaux? Par exemple, Villemomble, je vous mets au défi, Villemomble et Neuilly-Plaisance, qui n'ont pas augmenté leur impôt depuis 1999. Je vous mets au défi. Pourquoi ce sont les communes dirigées par la droite dans ce département qui, malgré un potentiel financier par habitant en dessous de la moyenne, arrivent à rendre un service utile à leurs habitants, comme par exemple à Gagny ou Montfermeil, où on est à 873 €, c'est-à-dire 30% en dessous de la moyenne? Parce que les élus travaillent et s'attachent à dépenser justement d'une façon rationnelle et surtout pertinente, afin d'être utiles et efficaces. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons abordé la longue liste des décisions de commission permanente sur les années antérieures. Nous en sommes en moyenne à plus de 2300 chaque année, avec donc un montant que nous avons donc aggloméré. Et qui apprend-on? Les subventions ne sont jamais remises en cause. Les acteurs sont toujours les mêmes, les comptes rendus sont toujours aussi inexistants, et pire, les injustices entre cantons persistent. Ne pouvant pas aller très loin dans l'analyse de chaque décision, mais je vous propose mes talents de contrôleur de gestion quand vous voulez, je me suis simplement attaché à passer au filtre donc les montants totaux alloués par commune, en les comparant au potentiel financier par habitant que nous fournissent les services de Bercy. Et qui apprend-on?
que 3 villes seulement du 93, ne représentant que 14% de la population départementale, captent un quart des décisions de la commission permanente. Elles engrangent chaque année près de 21 millions d'euros. Alors, si elles étaient les plus pauvres du 93, au potentiel financier bien inférieur, comme à Agagny ou Montfermeil, on comprendrait. Mais c'est tout le contraire. Ces 3 villes ont un potentiel financier par habitant allant de 1180 à 1360 euros en 2015. Je ne réclame pas un rééquilibrage. Les temps sont durs. Je pourrais. Et je demande la justice afin que désormais vous vous mettiez, si ce n'est pas trop tard, au travail et ne me retorquez pas que nous, au groupe des Républicains, nous votons la quasi-unanimité des décisions de commission permanente parce qu'à rejeter la faute sur autrui, on ne trouve aucune solution. Au même titre que les allocataires du RSA pour lesquels nous pourrions agir afin de les mener à l'insertion professionnelle, nous pourrions sans doute aussi dépenser moins, dépenser mieux, dépenser utile et durable. En somme, afin que l'action publique de notre collectivité puisse servir. 2 chiffres donc. Résorber une partie des 21 millions d'euros que captent 3 villes de notre département, ce pourrait être, en les faisant revenir dans la moyenne, récupérer de 1 à 3 millions d'euros. Permettre à 1500 personnes de se réinsérer professionnellement, c'est récupérer 7 millions d'euros. Voilà. Vous souhaitiez des solutions, nous en avons, vous vouliez des exemples. Les villes des cantons que nous représentons en sont tout simplement. Le 4 septembre 2012, lors de la première élection à la tête de notre collectivité de Stéphane Troussel, j'avais dit que nous serions une opposition constructive. Mais l'acceptez-vous seulement? Visiblement pas. Vous voudriez que nous vous soufflions de bonnes méthodes, mais je pense que ce n'est même pas concevable pour vous. Le destin de nos territoires, je l'ai dit tout à l'heure, n'est quasiment plus à notre main. Et votre logiciel de pensée d'un autre siècle vous bloque totalement. Lors de la séance de rentrée, consacrée au schéma départemental de l'habitat et de l'hébergement, nous avons bien perçu votre incapacité à vouloir une mixité sociale à tout point de vue. À tout point de vue. Cela veut dire cesser de financer du logement très social, là où il y en a déjà 30%, comme le souhaite désormais la région. Cela, vous ne l'envisagez même pas. La maire d'Aubervilliers, chère Myriam Derkaoui, lors de cette séance, nous l'a très clairement expliqué. Aubervilliers souhaite répondre à la demande de ses habitants, à ses demandeurs de logement, et à celles-ci, elle ne peut y avoir, et celles-ci ne peuvent avoir que du logement très social, seul à lui être accessible. Aucune mixité sociale dans ces conditions, qui permettrait pourtant de relever le niveau de revenus, d'imposition, de services possibles, d'éducation, etc. Non, de tout cela, vous ne voulez pas. Et l'article de ce matin dans Le Parisien sur la gentrification d'Aubervilliers ne nous trompe pas sur vos réelles intentions. Pour conclure, nous disons que la fatalité n'existe pas pour notre pays, celui que nous léguerons à nos enfants, mais que le destin de nos territoires est en fin de cycle. À 4 mois et demi de l'élection présidentielle, nous ne soutiendrons pas le même candidat. Alors, je crois savoir que vous non plus. Je crois savoir que Mathieu Hanotin vote Benoît Hamon. Stéphane Troussel a dit sur BFM qu'il soutenait Christiane Taubira. Il nous faut, pour notre part, admettre les choses. Les conséquences pour les départements de France seront sans doute de réviser les déficits publics consolidés, c'est-à-dire ceux de l'État, des entreprises publiques, mais aussi des collectivités locales. Je cite. Les finances des collectivités sont des variables d'ajustement pour Bercy. Depuis 2004, 80% de nos hausses d'impôts ont financé la hausse des allocations de solidarité. Il faut une redéfinition des règles du jeu entre l'État et les collectivités. Saviez-vous qui disait cela? Stéphane Troussel, lors du débat budgétaire de notre Assemblée du 22 mars 2012. Quelles choses ont changé entre les années Sarkozy et les années Hollande? Rien. J'aime souvent citer Gandhi. L'exemple n'est pas le meilleur moyen pour convaincre, il est le seul moyen. Ce nouveau budget n'est pas exemplaire. Nos pistes d'amélioration, qui ne sont pourtant pas neuves, vous n'en voudrez pas alors qu'elles fonctionnent. De toutes les façons, vous n'aurez pas le temps de vous poser la question. Vous n'avez pas été exemplaire, la dépense nationale au titre des allocations de solidarité représente 11 milliards d'euros. Et comme le disait un ancien Premier ministre, et que nous souhaitons, avec mes collègues républicains, futur président de la République, notre pays est en état de faillite. Cette faillite, elle s'est portée sur notre collectivité, aussi par l'acte 2 de la décentralisation qui n'a pas fonctionné, car le reste de notre pays ne s'est pas réformé non plus. À 4 mois et demi de l'élection présidentielle, notre groupe s'inscrira pleinement dans le projet de François Fillon en décriant
les 50 dernières années où vous avez mené la Seine-Saint-Denis. Nous dirons tout l'échec vers lequel vous avez mené notre territoire et que les seules réalisations que nous avons d'ailleurs soutenues étaient au bénéfice réel des habitants, comme avec le partenariat public-privé pour les collèges, c'est-à-dire une politique de droite. À l'inverse, nous dirons partout que le budget 2017 du Conseil départemental, avec ses 469 millions d'euros de RSA, sa dette de 1,2 milliard, son incapacité à maîtriser ses dépenses, est le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'ensemble de ces motifs, nous voterons donc contre le budget principal 2017. Je vous remercie de votre attention.